Bonsoir Michel. Mais je m'appelle pas Michel. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme, un jeune homme devenu empereur romain en 54 après Jésus-Christ, à seulement 17 ans. Son nom ? Lucius Domitius Aenobarbus, mieux connu par la postérité sous le doux sobriquet de Néron. Néron est aujourd'hui connu par sa réputation de monstre cruel, assoiffé de sang, doublé d'un très mauvais chanteur. Mais l'histoire a-t-elle été juste avec lui? Néron était-il vraiment la vieille ordure que l'on connaît aujourd'hui? C'est ce que nous allons tenter d'élucider ce soir. Pour comprendre Néron, il faut tout d'abord connaître sa mère, Agrippine, qui, à l'instar de son fils, a elle aussi la réputation d'être une sacrée salope. D'après la plupart des écrivains latins, Agrippine ne recule devant rien pour se rapprocher du pouvoir. Alors qu'elle avait été exilée pour avoir comploté contre son propre frère, l'empereur Caligula, elle reviendra en grâce sous le règne de son successeur, l'empereur Claude, et ira même jusqu'à intriguer pour épouser ce dernier, alors qu'il s'agissait de son oncle. Elle se débrouillera ensuite pour que Claude, qui avait déjà plusieurs enfants de ses premières noces, dont Britannicus et Octavie, adopte son fils à elle, Lucius Domitius, le futur Néron, et qu'il en fasse l'héritier au trône impérial, devant Britannicus. Pour être sûr d'asseoir sa domination bien comme il faut, elle intrigue ensuite pour que Lucius Domitius épouse Octavie, la fille de Claude, sa cousine donc, et sa sœur légale aussi. Seulement, il y a un problème, Octavie est déjà promise à un jeune magistrat du nom de Silanus. Qu'à cela ne tienne, Agrippine fera courir des rumeurs contre lui pour qu'il soit démis de ses fonctions, exclu du Sénat et poussé au suicide. Lucius Domitius peut donc épouser Octavie dans la joie et la bonne humeur. Sauf pour Octavie, qui fait la gueule. Les femmes. Cette affaire ayant été rondement menée, Agrippine se dit qu'elle n'a plus besoin de Claude et le fait empoisonner. Son fils devient alors empereur à sa place, sous le nom de Néron. Bien joué, Agrippine. Voilà le portrait peu flatteur que les auteurs latins ont dressé de la mère de Néron. On continue ? Ces mêmes auteurs décrivent les premières années du règne de Néron comme heureuses et réjouissantes. Le jeune prince est juste, humble, mesuré, honnête et respectueux. Il est même dit qu'il aurait préféré ne pas savoir écrire pour ne pas avoir à signer les arrêts de mort. Il distribuait des cadeaux, de la nourriture, de l'argent aux soldats et au peuple. Bref, un saint homme. Mais bien fou est celui qui pensait que cela durerait. Les problèmes, parce que oui, il va y avoir des problèmes, vont naître de petits différends familiaux. Parce que la vraie maîtresse de Rome, c'est Agrippine. C'est elle qui contrôle tout en sous-main. L'Empire et Néron lui-même. Ça, le jeune empereur a du mal à le supporter. Et il commence à chasser les amis de sa mère de la sphère du pouvoir pour l'affaiblir. En réponse, Agrippine fait peser sur lui une menace, Britannicus, le fils de sang de Claude. Et oui, il est toujours là, lui. Et si Néron n'obéit pas assez à sa maman, elle lui fait comprendre qu'elle pourrait très bien décider de soutenir Britannicus pour le faire devenir empereur à la place de l'empereur. Et oui, après tout, il serait plus légitime. Néron panique alors, et Britannicus est empoisonné, peu avant sa majorité. Pour tromper les goûteurs de Britannicus, il lui fait servir une boisson trop chaude. Elle est goûtée, elle n'est pas empoisonnée. Mais comme elle est brûlante, Britannicus demande de l'eau fraîche pour la mélanger. Et c'est cette eau qui est empoisonnée. Bonne blague. Tout le monde se marre. Toujours les mêmes auteurs décriront ensuite comment Néron va s'efforcer d'arracher à sa mère tout ce qui fait sa puissance. Sa garde, sa richesse, son accès au palais, sa notoriété. Il raconte aussi comment le jeune empereur est relativement agacé par le calme qu'Agrippine déploie pour rester digne et faire face à son fils. Aussi décide-t-il de la faire assassiner. Il lui organise d'abord un bel accident, bien travaillé, tragique, spectaculaire. Alors qu'ils profitent ensemble de festivités dans la baie de Naples, Néron fait trafiquer le navire qui doit ramener sa mère à sa villa. La galère se disloque en mer avec Agrippine à son bord. Oh mon Dieu, un terrible naufrage, c'est affreux, la mère de l'empereur est morte, c'est horrible! Et non, Agrippine survit, et parvient même à rentrer chez elle indemne. Alors Néron lui envoie des hommes pour la poignarder, au diable de la discrétion, n'aura qu'à dire qu'elle complotait contre l'empereur et ça ira très bien. Mais au sein du Sénat, comme du peuple, l'hostilité grandit, certains ne s'en cachent plus. Néron va trop loin, il dépasse les limites. Un matricide, c'est quelque chose de particulièrement grave quand même. Et des graffitis commencent à s'inscrire sur les murs de Rome. Puis en 62, il décide d'épouser sa maîtresse, la ravissante Popée, qui attend un enfant de lui. Mais pour ça, il doit d'abord répudier son épouse, Octavie, très appréciée du peuple. Il commence par la faire accuser d'adultère, ce qui est quand même très culotté de sa part. Mais enfin, personne n'y croit. Il décide finalement de la faire exiler, ce qui provoque une émeute dans Rome. Alors il la fait égorger. Peu de temps après, la fille de Popée et de l'empereur naît.
Néron n'est que joie et bonheur. Mais quelques mois plus tard, l'enfant meurt. Néron n'est que tristesse et désolation. Ce qui, à en croire les auteurs latins, constitue un point de non-retour. Néron se jette alors dans la folie et la lubricité. Les excès, les festins, les orgies se multiplient et les assassinats continuent. Malgré tout ça, l'événement que ni le peuple de Rome ni la tradition ne pardonnera jamais à Néron n'est pas encore arrivé. En 64, un terrible incendie ravage tout le centre de Rome. C'est une gigantesque catastrophe. Pendant ce temps-là, Néron est bien à l'abri dans sa ville natale d'Antium, loin de Rome. Hasard ? Coïncidence ? En tout cas, le peuple a besoin d'un bouc émissaire. Il est tout trouvé. Accusé, Néron dira que c'est la faute des chrétiens et en fera exécuter quelques poignets. Puis, comme il fait reconstruire Rome, il décide de se faire construire une gigantesque demeure allant du Palatin à l'Esquilin, confisquant au passage une bonne partie du Forum, la place centrale, publique et sacrée de Rome. C'est le comble du sacrilège. L'édifice affiche la mégalomanie de l'empereur et prive la ville de son cœur. Putain, c'est beau. C'est le début de la fin. Quelques années plus tard, la classe dirigeante n'en peut plus de Néron et des complots éclatent. L'empereur met la ville en état de siège et multiplie les arrestations et les exécutions. S'ensuivent assassinats de généraux, d'hommes influents, des fils de Popée, et même d'Antonia, dernière fille de Claude, parce qu'elle ne voulait pas l'épouser. Plusieurs gouverneurs de province se soulèvent et se révoltent, le Sénat le déclare ennemi public, ses gardes s'enfuient, Néron se suicide. Nous sommes en 68, s'ensuivent presque 2 ans de guerre civile. Avouez que, vu comme ça, le personnage n'apparaît pas des plus sympathiques, n'est-ce pas ? Après sa mort, Néron est condamné à ce qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est-à-dire qu'on condamne sa mémoire à la damnation. On efface son nom des lieux publics, on renverse ses statues, on maudit son souvenir tout entier. Or, les textes sur Néron qui nous sont parvenus ont essentiellement été écrits après sa mort. Tacite était encore enfant lorsque Néron est mort, Suétone n'était pas encore né, et Dion Cassius ne naîtra carrément qu'1 siècle plus tard. Pourtant, leurs récits sont particulièrement précis et détaillés. Les assassinats de Claude, de Britannicus et même d'Agrippine sont racontés comme si on y était. Les réactions, l'assistance, les gestes, les regards, les cris, tout y est. On peut se demander où ces auteurs vont chercher tous ces détails, et les historiens modernes s'en méfient beaucoup aujourd'hui. Parce que si on se penche sur les 14 ans de règne de Néron, on se rend compte que l'Empire y est globalement bien administré. C'est une période de paix relative, avec quand même quelques grosses bagarres en Bretagne ou en Arménie, mais toutes couronnées de succès. Une période florissante pour les arts et l'architecture. Alors Néron, et peut-être même Agrippine, ne seraient pas les monstres ignobles que l'on nous a décrits pendant tant de siècles ? Ce qui est sûr, c'est que Néron est très apprécié du peuple. Reste à savoir si cette popularité est due à sa politique ou aux très nombreux spectacles, jeux et festivités qu'il organise, ou encore à ses multiples distributions d'argent et de cadeaux. Dépenses frivoles et inconsidérées, démagogie, diront ses détraqueurs. C'est d'ailleurs un reproche qu'on lui fait souvent, il gaspille, il dilapide, il engloutit des sommes monstres dans des banquets somptueux et des orgies honteuses. En fait, Néron est persuadé d'être un artiste, un comédien et poète talentueux. Peut-être l'était-il vraiment d'ailleurs. Et il passe une très grande partie de son temps libre à composer des chants et à les interpréter lors de cérémonies officielles, ce qui ne plaît pas des masses à l'aristocratie romaine. Néron, qui n'a pas l'âme d'un guerrier, dirige l'Empire comme un artiste, et c'est peut-être ce qui dérange le plus. Bien sûr, il semble plutôt versé dans les manœuvres louches et l'assassinat, mais ça n'a rien de très original dans la Rome du 1er siècle. Par contre, son extravagance, ses talents de chanteur supposés au réel, son amour des cultures orientales, sa mégalomanie, jouent contre lui. Et puis le grand incendie de Rome. Longtemps, très longtemps a été cultivée l'image romantique d'un Néron en transe jouant de la lyre devant la ville à laquelle il venait lui-même de mettre le feu. Sérieusement les mecs ? Non, avec quand même peu de chance là. Mais après cet incendie, il commet 2 graves erreurs. La première est de se dédouaner en offrant les chrétiens comme bouc émissaire. De toute façon, ils se mettent eux-mêmes au banc de la société, et à cette époque, tout le monde les déteste. Donc il en fera tuer quelques-uns pour marquer le coup, dont les futurs Saint-Pierre et Saint-Paul. Mauvais calcul, c'est bientôt eux qui domineront l'Europe. Du coup, quand il s'agira d'écrire son histoire, les chrétiens ne seront pas tendres avec lui. La deuxième, c'est de vouloir faire reconstruire Rome selon ses caprices, notamment son palais hors de proportion, sur le modèle des grands monarques d'Asie et d'Orient, avec une gigantesque statue de lui en dieu soleil. Il veut se faire reconnaître comme une divinité de son vivant, et tout ça en confisquant les terrains publics du Forum. Tout ça conduira aux révoltes contre lui, à sa condamnation à la damnatio memoriae et à la haine que vont lui vouer sénateurs et intellectuels. Une haine que semblent partager entre autres Tacite, Suétone et Dion Cassius. Dans ces circonstances, peut-on juger leurs textes comme réellement objectifs ? Et que dire de la tradition chrétienne qui va faire de Néron ni plus ni moins que l'Antéchrist ? Bref, Néron n'était certainement pas ce qu'on pourrait appeler un bon empereur. Il a beaucoup de sang sur les mains, et sa mégalomanie l'a poussé à beaucoup d'excès. Mais ne peut-on pas admettre l'hypothèse que sa cruauté, son horreur, sa folie furieuse, son atrocité, sa monstruosité
ait pu être grassement exagéré par toute une entreprise de dévalorisation perpétrée par le Sénat, les traditions romaines et chrétiennes. Ce n'est qu'une façon d'analyser le personnage, bien sûr, il est impossible d'avoir une certitude là-dessus aujourd'hui. Mais cette affaire, comme tant d'autres, nous enseigne à prendre garde aux sources et à se méfier de la couche de mythes qui, avec le temps, telle la poussière, ne manque pas de recouvrir l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'un nouveau format un peu spécial. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous.